Abonnez-vous et likez, ça ne mange pas de purée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Plume Australe. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la précédente, l'année miraculeuse d'Einstein, mais avec un peu plus de détails sur certains points. Voici donc l'ascenseur d'Einstein et la relativité générale. Albert Einstein voulait comprendre comment fonctionne la gravité, cette force invisible qui nous garde sur Terre et qui fait tomber les objets. Mais au lieu de faire des expériences en vrai, il a utilisé son imagination. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes enfermé dans un ascenseur sans fenêtre. Vous sentez vos pieds collés au sol comme d'habitude. Mais est-ce que vous êtes sur la Terre avec la gravité qui vous attire? Ou est-ce que votre ascenseur est dans l'espace et il accélère vers le haut? Impossible pour vous à l'intérieur de le savoir. C'est là qu'Einstein a réalisé que cette sensation d'avoir ses pieds collés au sol, d'être attiré vers le bas, n'est pas une coïncidence, c'est une loi fondamentale de la nature. Il a dit que la gravité et l'accélération, c'est pareil. Si un ascenseur accélère dans l'espace, il vous pousse vers le sol exactement comme la gravité le fait sur Terre. C'est ça le principe qu'il a appelé d'équivalence, l'absence de différence entre la gravité et l'accélération, et c'est une clé pour comprendre la relativité générale. Pourquoi c'est important? Parce que grâce à cette idée, Einstein a compris que la gravité n'est pas juste une force magique qui attire les choses vers la Terre. Elle courbe l'espace et le temps autour des objets très lourds comme le Soleil ou une planète, et c'est ça la relativité générale. Maintenant, je vais vous expliquer quelques petites choses pour mieux comprendre tout cet univers de la physique d'Einstein et physique quantique. On va parler tout d'abord de la structure d'un atome. Un atome, c'est comme un mini-système solaire, mais incroyablement petit. Il est formé de 3 types de particules principales. Les protons, chargés positivement, et les neutrons, qui forment le noyau. Ces particules sont très petites, mais ensemble, elles forment la partie la plus lourde de l'atome. Les électrons chargés négativement tournent autour du noyau à grande vitesse. Les électrons sont aussi des particules minuscules, bien plus petites que les protons et les neutrons. Un atome est donc composé de particules plus petites que lui, mais l'atome lui-même est plus grand que chacune de ces particules. Par exemple, si un atome était de la taille d'un ballon de foot, les protons et les neutrons à l'intérieur seraient plus petits qu'un grain de sable. Les atomes sont les briques de tout ce qui existe. Selon le nombre de protons dans le noyau, on a des éléments différents. Par exemple, l'hydrogène a 1 proton, l'oxygène en a 8 et l'or en a 79. Vous trouvez toutes ces données dans le tableau périodique des éléments. Maintenant, je vais vous parler de l'intrication quantique, l'effet spooky qu'Einstein n'aimait pas. Albert Einstein a donc appelé ça « spooky action at a distance », ce qui signifie une action fantôme à distance. Il parlait de l'intrication quantique. Si 2 particules sont intriquées, ça veut dire que si on change quelque chose sur l'une, l'autre réagit instantanément, même si elles sont à des kilomètres l'une de l'autre. C'est comme si on avait 2 billes magiques, et si on en tourne une, l'autre tourne aussi, même si elle est sur la Lune. Einstein trouvait ça trop bizarre, car ça semblait aller plus vite que la lumière, ce qui ne devrait pas être possible. Mais aujourd'hui, on a prouvé que ça existe, et même si c'est étrange, ça peut être très utile, par exemple pour les ordinateurs quantiques. Continuons sur le thème des particules avec la lumière. La lumière est une onde et une particule. La lumière est très spéciale, car elle peut se comporter comme une vague, mais aussi comme des petites billes d'énergie appelées photons. Comme une vague, elle peut passer par plusieurs endroits en même temps, comme les vagues de la mer. Et comme une particule, elle transporte de l'énergie et peut faire bouger des électrons. Ce comportement bizarre a été prouvé à l'expérience des fentes de Young. Quand on envoie de la lumière sur une plaque percée de 2 trous, elle forme des motifs comme si c'était une vague. Mais quand on essaie de la regarder de près, elle se comporte comme des particules. C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Maintenant, l'effet photoélectrique d'Einstein.
Einstein a aussi fait une découverte très importante sur la lumière qu'on appelle l'effet photoélectrique. En 1905, il a montré que la lumière n'était pas seulement une onde, mais aussi composée de petites particules qu'il a appelées photons. Ces photons peuvent frapper des électrons et les décoller des matériaux comme le métal. Cette découverte a permis de mieux comprendre comment fonctionne la lumière et a apporté des preuves à la théorie quantique. Pour ça, il a reçu le prix Nobel de physique en 1921. Le mouvement brownien et le lien avec l'atome. Einstein a aussi étudié un autre phénomène appelé le mouvement brownien, qui est le mouvement aléatoire des petites particules dans un liquide ou un gaz. Ce phénomène était observé depuis longtemps, mais il était difficile de l'expliquer. Albert Einstein a montré que ce mouvement était causé par les collisions des atomes avec les particules et que cela pouvait prouver l'existence des atomes eux-mêmes. Ce travail a été un élément clé pour la reconnaissance de l'existence des atomes et des molécules. Enfin, le paradoxe des jumeaux d'Einstein. Imaginez que vous avez une sœur jumelle. Un jour, votre jumelle monte dans une fusée et voyage très vite, presque à la vitesse de la lumière, et vous restez sur Terre. Eh bien, quand votre jumelle revient, elle est plus jeune que vous. Pourquoi ? Parce que le temps passe différemment quand on se déplace très vite. C'est ce que le scientifique a découvert avec sa théorie de la relativité. Ce phénomène est vrai et prouvé. Les astronautes qui vont dans l'espace vieillissent un tout petit peu moins vite que nous, même si c'est une différence minuscule. Voilà, vous savez maintenant plein de choses sur les particules, la gravité et la relativité générale. Nous allons continuer à explorer un peu plus en détail les découvertes d'Albert Einstein en parlant maintenant de la lumière d'une étoile qui suit un chemin courbé. Nous allons donc parler d'un phénomène incroyable. La lumière peut être courbée. Ça semble a priori bizarre. On pense que la lumière va toujours tout droit. Mais Albert Einstein a découvert que ce n'est pas toujours vrai. Explication. L'expérience et le calcul d'Einstein. Einstein a dit que si une étoile envoie de la lumière vers nous et que cette lumière passe près du Soleil, elle ne va pas suivre un chemin tout droit. Pourquoi ? Parce que le Soleil est très lourd et il courbe l'espace autour de lui, un peu comme si on appuyait fort sur un trampoline. Imaginez une bille qui roule sur un trampoline bien tendu. Si vous mettez un gros poids au milieu, la bille ne roulera plus tout droit, elle sera déviée. Eh bien, la lumière fait pareil à côté du Soleil. Einstein a même calculé combien elle devrait être courbée. 1,75 secondes d'arc, c'est une toute petite mesure d'angle. De 1919, la preuve. Mais comment vérifier ça ? Parce que normalement, la lumière des étoiles est trop faible pour qu'on la voie en plein jour. Eh bien, en 1919, il y a eu une éclipse de soleil. Pendant que la Lune cachait le soleil, une équipe de scientifiques a pris des photos des étoiles derrière elle et a comparé leur position avec une nuit normale. Résultat, la lumière avait bien été courbée, exactement comme Einstein l'avait prédit. Pourquoi c'est important ? C'était une preuve que la relativité générale d'Einstein était vraie. Ça a changé notre façon de comprendre l'univers et la gravité. Grâce à cette idée, on peut même imaginer des objets si lourds qu'ils attrapent la lumière. On les appelle les trous noirs. Mais ça, c'est une autre aventure. Nous allons parler du redshift et de l'univers qui grandit, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Il y a donc un phénomène qui montre que l'univers est en train de grandir et de plus en plus vite. Cela s'appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Explication. Le son et la lumière qui changent de fréquence. Avez-vous déjà entendu une ambulance qui approche et qui s'éloigne ? Quand elle s'approche, le son est aigu, et quand elle s'éloigne, il devient plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Eh bien, avec la lumière, c'est pareil. Si une étoile ou une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière devient plus rouge. Plus elle va vite, plus elle devient rouge. C'est le redshift. C'est comme si les galaxies étaient collées sur un ballon qu'on gonfle. Plus le ballon grossit, plus elles s'éloignent vite les unes des autres. Pourquoi c'est important ?
Les scientifiques ont regardé les galaxies et ont vu qu'elles avaient tout un redshift. Ça veut dire qu'elles s'éloignent. Donc l'univers est en train de s'agrandir comme un ballon qu'on gonfle. Et plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. C'est comme ça qu'on a compris que l'univers a eu un début, un Big Bang, et qu'il est en expansion. Nous allons parler de la précession du périhélie de Mercure. On va parler d'une petite bizarrerie dans l'espace, l'orbite de la planète Mercure qui bouge bizarrement. Et c'est grâce à ça qu'Einstein a su qu'il avait raison. Explication, le mouvement spécial de Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Comme toutes les planètes, elle tourne autour. Mais il y a un truc bizarre, son orbite change un tout petit peu à chaque tour. Imaginez une voiture qui tourne sur un circuit. À chaque tour, elle sort un tout petit peu de la piste. C'est ce que fait Mercure. Son orbite avance un peu à chaque tour. Normalement, si on suit les lois de Newton, une planète en orbite autour du Soleil suit une ellipse stable, qui ne change pas avec le temps ou presque. Mais pour Mercure, ce n'est pas ce qu'on observe. Son périhélie, le point où elle est la plus proche du Soleil, avance un petit peu à chaque révolution. On appelle ça la précession du périhélie. D'abord, qu'est-ce qui influence Mercure ? Les autres planètes, surtout Vénus et Jupiter, exercent une petite force de gravité sur Mercure. Cela modifie un peu son orbite. Newton pouvait expliquer une partie de cette précession en tenant compte de l'effet des autres planètes. Mais pas tout. Il manquait 43 secondes d'arc par siècle. C'est un tout petit angle, mais c'était inexplicable à l'époque. La clé du mystère, la relativité générale d'Einstein. Einstein a découvert que le Soleil ne se contente pas d'attirer Mercure comme un aimant. En fait, sa masse énorme courbe l'espace-temps autour de lui. Plus on s'approche du Soleil, plus cet effet est fort. Mercure, qui est très proche du Soleil, est plus sensible à cette courbure de l'espace-temps. Son orbite n'est pas une simple ellipse fixe. Elle se déforme légèrement à chaque tour, car l'espace-temps lui-même est un peu tordu par le Soleil. Einstein a donc utilisé sa relativité générale pour recalculer tout ça, en tenant compte du fait que le Soleil courbe l'espace-temps. En appliquant ces équations de la relativité générale, il a exactement retrouvé les 43 secondes d'arc par siècle qui manquaient. C'était une confirmation spectaculaire de sa théorie. Encore une fois, il avait raison. Conclusion. Grâce à ça, on a compris que les lois de Newton ne suffisent pas toujours et qu'il faut utiliser la relativité générale pour expliquer certains phénomènes dans l'espace. Pourquoi c'est génial ? C'est donc parce que Mercure est très proche du Soleil où la gravité relativiste est plus forte que son orbite change un peu à chaque tour. Et cette même idée est utilisée aujourd'hui pour comprendre les effets gravitationnels autour des étoiles très massives et même des trous noirs. Voilà qui clôture cette petite vidéo sur Albert Einstein, ses théories, ses expériences de pensée, les particules. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez, ça ne mange pas de purée.